Très bien, merci beaucoup madame, merci à l'association de m'avoir convié, c'est la première fois, c'est un plaisir, c'est un honneur d'être parmi vous. Il y a beaucoup d'amis dans la salle que je reconnais et j'espère qu'à partir de l'année prochaine, en 2021, on aura le plaisir ensemble de se retrouver en présentiel qu'on a l'habitude de faire. Alors c'est vrai que c'est un topo que j'aurais préféré le faire en petit groupe, en interactif. C'est vraiment le topo particulier où l'interactivité joue un rôle important. Je vais quand même m'adapter, je vais le faire en conférence, en essayant de terminer, en étant le plus pratique possible et en essayant de terminer à la fin par des cas cliniques. Malheureusement, le temps qui m'est imparti ne me permet pas de tout traiter, mais vraiment, on va faire en sorte que le médecin généraliste puisse gérer tout seul presque 90% avec ce qu'on va faire, 90% des anémies, et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que cela. Alors, ne le prenez pas mal, mais quand même des définitions assez simples. L'anémie, ce n'est pas le nombre de globules rouges. Je continue à avoir des confrères qui m'adressent pour une augmentation du nombre de globules rouges. C'est faux. La définition de l'anémie se base sur l'hémoglobine. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il faut toujours la caractériser. Et puis, un des messages importants que je passe aux jeunes, et notamment aux urgences, aux médecins urgentistes dans mon CHU, c'est qu'aucun traitement ne doit être donné sans diagnostic étiologique. Et la problématique qui est posée, c'est le fait de transfuser. L'exemple type que je reçois, c'est « Cher maître, permettez-moi de vous adresser ce patient chez qui j'ai trouvé une anémie à 6 grammes, je l'ai transfusé, je vous l'adresse pour un bilan étiologique. » C'est vraiment la chose qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce que la transfusion, c'est d'abord la tolérance de l'anémie, et puis transfuser un patient, la problématique qui est posée, c'est que ça retarde le diagnostic étiologique, puisque une fois que vous transfusez, on est obligé d'attendre au moins 1 à 2 mois pour pouvoir faire une enquête étiologique. L'autre chose également, sur le plan épidémiologique, c'est une vraie problématique parce que la prévalence globale de l'anémie, je vous le montre ici au niveau des chiffres, et regardez, au niveau d'un service de médecine interne, regardez, c'est quand on prend des pathologies rhumatismales, pathologies auto-immunes, c'est presque 2/3 des malades qui ont une anémie. Au-delà également de la population de médecine interne, la population gériatrique qui est en train d'augmenter au Maroc, regardez, 50% des patients de plus de 75 ans hospitalisés en médecine interne ont une anémie. Et puis, regardez, les conséquences de l'anémie, je ne vais pas m'attarder, c'est une incapacité, c'est une augmentation de la mortalité. Et puis, vous le savez aussi bien que moi, chez le sujet âgé, c'est un déclin cognitif avec des complications cardiaques et une perte d'autonomie. Alors, sur le plan clinique, pas pour le détailler, mais juste pour vous dire que, en gros, c'est très simple. C'est des signes d'anoxie que vous avez ici, et c'est une pâleur cutanéo-muqueuse qui vous permet très rapidement, mais le message que j'ai envie de passer dans cette diapo, c'est que la répercussion clinique de l'anémie chez un patient va varier en fonction de l'âge, de la rapidité d'installation, également de la pathologie sous-jacente. En gros, 3 grammes d'hémoglobine, c'est une jeune de 21 ans qui a une anémie carentielle en fer, ne posera pas les mêmes problèmes qu'un patient de 75 ans coronarien qui va passer de 12 grammes à 10 grammes avec une symptomatologie. Et en fin de compte, la prise en charge va être complètement différente. Donc la rapidité, la pathologie sous-jacente, mais également l'âge de nos patients. Donc en gros, si on veut résumer, et là, c'est ce que j'aurais aimé faire en interactivité, quand vous avez une anémie, il y a 2 choses que vous devez voir. Le volume globulaire moyen et la concentration corpusculaire en hémoglobine. C'est tout ce que vous avez besoin de voir. Pourquoi? Parce que très rapidement, vous allez pouvoir différencier 3 tiroirs. Le premier tiroir, c'est celui de l'anémie hypochrome microcytaire. Et là, quand vous avez une anémie hypochrome microcytaire, vous n'avez pas besoin de faire ce qu'on appelle le fer sérique et les autres examens. Un seul examen est obligatoire, c'est la ferritine, puisque très rapidement, elle me permettra de savoir est-ce que je suis dans le cadre d'une anémie inflammatoire, est-ce que je suis dans le cadre d'une anémie ferriprive, où là, l'enquête étiologique est obligatoire. Et puis, bien sûr, un message que j'ai envie de passer, c'est que le chiffre de globules rouges, et tout particulièrement dans le contexte marocain, n'a un intérêt que dans les anémies très microcytaires, avec une hémoglobine qui est basse, et vous avez un chiffre de globules rouges qui est augmenté. C'est ce qu'on appelle la pseudo-polyglobulie microcytaire. Et dans ce cas-là, il y a une pathologie qui est fréquente et qu'on traite à tort comme une anémie par carence en fer. C'est ce qu'on appelle la thalassémie, qui est extrêmement fréquente dans le contexte marocain. On pourrait y revenir tout à l'heure en discussion. Une fois que vous avez géré le problème des anémies hypochromes microcytaires, vous avez les anémies normochromes normocytaires où, en fin de compte, le VGM est normal, le CCMH est normal. Là, vous avez besoin d'un seul examen qui est le taux de réticulocytes, qui très rapidement vous permettra,
en cas de régénération, en cas de réticulocytose élevée, de poser le diagnostic d'une anémie régénérative avec deux hypothèses uniquement, les hémorragies aiguës et puis les hémolyses, qui est très simple également à évoquer cliniquement. Pâleur plus ictère, c'est une hémolyse. Et puis vous avez les paramètres biologiques avec votre aptoglobine qui est effondrée, la LDH, les LDH qui sont augmentés, votre bilirubine non conjuguée élevée. Donc l'hémolyse, j'y reviendrai tout à l'heure. Et là aussi, c'est un message que j'ai envie de vous passer. S'il vous plaît, on continue à voir. Et j'ai bataillé pendant très longtemps avec le directeur de mon hôpital. Je lui disais que le test de Coombs et le frottis sont des examens d'urgence. Pourquoi? Il ne voyait pas. Parce que le test de Coombs vous permet très rapidement d'évoquer ce qu'on appelle l'anémie hémolytique auto-immune. Et quand vous avez une anémie hémolytique auto-immune, que vous transfusez vos patients, ben vous aggravez vos patients. Et en gros, le traitement de ces patients, c'est des bolus de corticoïdes avec une enquête étiologique derrière. L'autre message également, quand vous avez une anémie normochrome normocytaire avec, et de toutes les manières, toute anomalie de l'hémogramme, quelle qu'elle soit, a besoin d'un frottis. Et le frottis va me permettre très rapidement de rechercher ces schizocytes qu'on appelle ces globules rouges fragmentés qui vont me permettre à moi de poser très rapidement le diagnostic de microangiopathie thrombotique. Et là, ça, c'est des malades qui vont mourir très rapidement si on ne pose pas le diagnostic très rapidement parce que c'est des patients qui vont vous faire une insuffisance rénale, des troubles neurologiques et le traitement, c'est l'échange plasmatique avec une enquête étiologique. L'autre chose également, la dernière entité, c'est les anémies macrocytaires, j'y reviendrai tout à l'heure, donc avec un volume globulaire au-delà de 95, et à ce moment-là, c'est le même raisonnement que l'anémie normochrome normocytaire. Ce qui va changer, c'est que quand cette anémie, quand ces réticulocytes sont bas, je vais ajouter 3 étiologies, la carence en B12, la carence en folate, l'hypothyroïdie et l'éthylisme. Et quand j'ai éliminé ces diagnostics avec une réticulocytose qui est basse, ce n'est qu'à ce moment-là, en fin de compte, que vous allez faire appel à l'interniste pour pouvoir faire un myélogramme, pour rechercher ces entités un peu particulières qui sont les dysmyélopoïèses et les autres études. Donc, en gros, en pratique, pour respecter le temps, s'il existe des signes de mauvaise tolérance, et je les ai mises ici, il faut faire en urgence, et ça, c'est vraiment la checklist que vous devez systématiquement avoir. Groupe sanguin RAI, réticulocyte, test de Coombs direct, schizocyte, folate, B12, ferritine, bilirubine totale et non conjuguée, aptoglobine et LDH. Avec ces bilans-là, vous avez ratissé quasiment l'ensemble de votre raisonnement médical en éliminant les urgences, mais en éliminant également, en posant très rapidement des diagnostics faciles à évoquer. Et puis, sur ces données-là également, vous allez pouvoir proposer éventuellement une thérapeutique. Et ce n'est qu'après, et c'est ce que j'ai mis ici, que vous transfusez en urgence. Donc, en gros, le bilan que vous allez faire pour pouvoir typer le groupage de votre patient, pour pouvoir faire une demande de sang, ben ces mêmes flacons, vous allez ajouter ces bilans pour être sûr de ne pas fausser vos résultats quand vous allez transfuser votre patient. Donc, en pratique, si vous avez une tolérance correcte, là, vous réfléchissez, vous prenez le temps de ce que vous avez, et bien sûr, en cas d'anémie régénérative périphérique, transfusion possiblement inutile, voire dangereuse, ça c'est un message que je passe, et en cas d'anémie arégénérative centrale, bien sûr, transfusion, je n'ai pas mis obligatoire, j'ai mis éventuellement utile, parce que là aussi, nous avons également d'autres thérapeutiques. J'espère qu'on pourra en poser les questions tout à l'heure. Donc, en pratique, si je veux résumer ces 7 premières minutes d'introduction, c'est qu'en pratique, quand vous êtes devant une anémie, devant une hémoglobine basse, vous êtes devant 3 situations. La première, c'est l'anémie hypochrome microcytaire. La deuxième, anémie normochrome normocytaire A ou régénérative. Et puis l'anémie normochrome, enfin l'anémie macrocytaire qui peut être A ou régénérative. Alors, en cas d'anémie microcytaire hypochrome, s'il vous plaît, pensez à une chose. Bien sûr, toujours le dosage de la ferritine, mais vous ne regarderez vos globules rouges, surtout si vous avez une microcytose majeure, pas pour poser le diagnostic d'une anémie, mais pour rechercher la pseudopolyglobulie microcytaire. En gros, c'est une hémoglobine qui est basse, avec des globules rouges qui sont anormalement élevés, qui ne suivent pas à la baisse de l'hémoglobine, qui va vous permettre de poser le diagnostic, d'évoquer une thalassémie. Et donc, dans ce cas-là, vous allez faire une électrophorèse de l'hémoglobine pour poser le diagnostic.
Et puis, bien sûr, les conséquences, vous les avez ici, c'est des conséquences diffuses, c'est une vraie maladie de système qui touche l'ensemble des organes, donc je ne vais pas m'attarder, c'est des choses que vous connaissez, mais les conséquences cliniques de la carence en fer, qui est fréquente dans le contexte marocain, et là, je vais peut-être ajouter des choses que peut-être que vous connaissez, mais auxquelles vous ne posez pas suffisamment attention, c'est qu'on sait qu'il existe un impact sur la morbidité par infection en cas de carence en fer, qu'il existe un surrisque de maladies thromboemboliques du fait de la thrombocytose. Vous savez très bien que dans les carences en fer, vous avez des thrombocytoses réactionnelles à la carence en fer. Et puis, bien sûr, les pertes de productivité et les syndromes de fatigue chronique. Donc, ferritine sérique, je réinsiste, excusez-moi, quelle que soit la situation, et je répète encore une fois, le fer sérique n'a aucun intérêt, j'espère qu'il n'y a pas de biologiste dans la salle, ça ne sert à rien, c'est du gaspillage d'argent, et ça n'est d'aucune utilité. Nous pourrions revenir également en discussion. Alors, l'étape d'après, quand vous avez posé votre carence en fer, anémie hypochrome microcytaire, ferritine qui est basse, la question qui se pose, c'est le diagnostic étiologique. Carences d'apport sont exceptionnelles. Et là aussi, l'autre message également dans le contexte marocain. Quand vous avez des gens qui boivent de thé, n'interdisez pas à vos patients de prendre leur thé. Pour que ça soit un chélateur, il faudrait qu'ils boivent 4 théières de thé. Mais quelqu'un qui boit son verre de thé ou ses 2 verres de thé le matin ou au goûter, ne le privez pas de son thé. La seule différence, c'est qu'il ne faut pas qu'il prenne peut-être son traitement martial avec son verre de thé. Et l'autre chose également, les défauts d'absorption doivent être évoqués, quel que soit le patient, les défauts d'absorption et puis bien sûr les différents mécanismes, que ce soit les pertes sanguines, l'augmentation des besoins, les diminutions des apports et les diminutions de l'absorption et ou le recyclage. Je vous ai mis ici l'ensemble des étiologies. En gros, je ne vais pas m'attarder, mais tout simplement, pour vous dire, en fin de compte, n'oubliez pas des choses qu'on oublie. Des choses qu'on oublie, c'est l'examen gynécologique chez les dames. Un fibrome utérin qu'on oublie des fois, échographie pelvienne, peut-être autre chose, surtout quand vous avez des métroragies. Faites très attention avec le néo du col au Maroc, et puis l'origine digestive. Recherche d'une cause digestive en cas d'hémorragie chronique, et puis la démarche diagnostique peut reposer sur 2 stratégies. Au fait, ce que je ne fais pas ça souvent, ce que je fais, c'est qu'en général, je fais fibrocolo directement, mais vous pouvez faire en 2 temps, d'abord fibroscopie, toujours des biopsies, même si l'aspect, ça c'est un message que je passe à mes amis gastro, quand vous faites une fibro, vous êtes invasif, faites des biopsies systématiques, quelle que soit, même si votre muqueuse est strictement normale. Et puis, bien, c'est ce que j'ai mis ici, réalisation de biopsies gastriques et duodénales, et pas uniquement duodénales, systématiquement. Alors, l'apport, regardez, pour vous convaincre de l'intérêt de ces examens, l'apport, je vous ai mis ici sur ces diapos, l'apport, en fin de compte, de la fibro et la colo sur les différentes hypothèses. Regardez les néoplasies, les angiodysplasies, etc. Regardez des images typiques de patients donc, que j'ai pu suivre, des adénocarcinomes, des polypes bénins en cas de coloscopie. Et puis, n'oubliez pas, c'est le sujet âgé, la coloscopie est un geste diagnostique et thérapeutique également en cas d'angiodysplasie. Ça vous permet de traiter directement votre patient. N'oubliez pas une chose également, s'il vous plaît, la maladie de Crohn, ce qu'on appelle les formes sèches de maladie de Crohn. Des patients sans aucun symptôme, sans aucun, peut-être de vagues douleurs abdominales, avec une anémie fériprive. Là aussi, c'est une pathologie qui est fréquente et n'attendez pas, des retards de diagnostic chez ces patients vont vous pousser à poser le diagnostic au stade de complication où, dans ce cas-là, vous allez être obligé de donner des biothérapies, des anti-TNF et en fin de compte, vaut mieux poser le diagnostic le plus rapidement possible. Et puis, ce qui n'est pas une cause, et là aussi c'est des erreurs, et voilà, c'est ce que je veux passer également comme message, un patient qui a une diverticulose non compliquée, des hémorroïdes, et une hernie hiatale sans œsophagite, ne posez pas trop rapidement, ne rattachez pas trop rapidement l'anémie fériprive à cette entité. Recherchez, ça doit être un diagnostic d'exclusion, c'est pour ça que je vous ai mis ce qui n'est pas une anémie fériprive. Alors, malabsorption, donc j'ai parlé de tout cela, maladie cœliaque, l'intérêt de biopsier systématiquement. Et quand vous faites tout cela, et on le voit,
Quand tout est négatif, n'oubliez pas, je vous ai mis ici la conduite à tenir, la vidéo capsule. C'est un examen que j'ai la chance d'avoir à l'hôpital Chirzet, que j'ai la chance d'avoir également à l'hôpital Avicenne. Voilà, donc l'indication, c'est quoi? Donc vous le savez, mais quand vous avez une fibro, une colo, votre enquête est complètement négative, vous devez faire une vidéo capsule qui vous permet, bien sûr, de redresser le diagnostic. Alors, quid du traitement? Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, entre fer ferreux, fer ferrique, bon là, je n'ai pas le temps d'en détailler. Choisissez le traitement que vous voulez, le médicament que vous avez l'habitude d'utiliser, et regardez en fin de compte la posologie. Et il faut qu'il y ait la posologie qui doit être adaptée à votre patient. Donc, que ça soit du F pur, que ça soit du tardive, choisissez la molécule que vous voulez, et voilà, regardez plutôt de l'autre côté la posologie que vous allez donner. Alors, mais attention aux interactions d'absorption du fer avec certains médicaments. Voilà, c'est ce que je vous ai mis. Donc, attention également, l'actualité également pour le traitement, c'est le fer injectable. On a eu souvent peur du fer injectable parce qu'au Maroc, pendant très longtemps, on avait ce qu'on appelle le vénofer qui donnait beaucoup d'accidents allergiques. Actuellement, nous avons une nouvelle molécule donc, qui donne moins d'accidents allergiques. Et les indications du fer injectable, c'est ça. C'est le traitement de la carence mortiale en cas d'anémie ferriprive au cours des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, en cas d'anémie ferriprive sans besoin d'une coloscopie à réaliser à court terme, et puis bien sûr, quand vous avez des angiodysplasies, des patients récidivants, vous pouvez répéter, et ça permet bien sûr d'agir très rapidement. Voilà, j'en ai fini avec les anémies hypochromes microcytaires. Je vais passer aux anémies macrocytaires. Ne vous en faites pas, madame. Je respecterai les 30 minutes qui me sont réparties. N'ayez aucune crainte. Donc, recherchez toujours de principe B12, B9, frottis sanguin à la recherche de blast, leucémie aiguë. Et sinon, bien sûr, quand c'est négatif, exploration de la moelle. L'autre message également, la B12 intervient dans la synthèse de l'ADN, l'examen neurologique systématique, vous connaissez cette sclérose combinée de la moelle, regardez la langue de vos patients pour cette glossite qui est caractéristique, et puis le tableau neurologique, et puis 2 signes d'auto-immunité importants, puisque initialement je vais parler d'un maladie de Birmer, c'est le vitiligo qui vous l'évoque, et le myxœdème prétibial, comme ce qui se passe pour la maladie de Basdo. Donc, en gros, pour la carence B12, alors c'est pas toujours le message que j'ai envie de passer dans cette diapo. Carence en B12 n'est pas égal à Birmer. Birmer, c'est moins de 30% des carences en B12. Birmer, c'est anticorps antifacteur intrinsèque. Donc, pensez aux carences d'apport, au syndrome de non-dissociation. Et l'exemple type, c'est les patients qui prennent les IPP au long cours. Le Birmer, c'est après. Et là, j'ai mes internes, on a vu cet après-midi ensemble 3 Birmer donc avec des anticorps antifacteurs intrinsèques. Les pancréatites, chroniques d'insuffisance pancréatique. Les pathologies, en fin de compte, vous devez voir tout le métabolisme de la vitamine B12 et donc toute pathologie idéale et en cas de résection doit faire évoquer. Et donc voilà, je vous ai mis ici sur cette diapo les différentes étiologies des carences en B12. Les carences en folate, c'est la carence d'apport, les néoplasies, faites très attention, mais surtout les médicaments. Nos patients nos pères qui sont sous méthotrexate, quand on oublie de leur mettre l'acide folique ou qu'on leur met l'acide folique, mais cet acide folique est donné en même temps, c'est un antagoniste, il faut les donner 48 heures au moins à distance de votre thérapeutique pour qu'il n'y ait pas, voilà, les causes médicamenteuses vous devez garder et le traitement, je vous ai mis, voilà, c'est des choses que vous connaissez, mais le message que j'ai envie de passer, c'est s'il vous plaît, je reviens. Donc, traitement, des fois, vous pouvez associer un peu de fer pendant 1 mois pour accentuer la régénération médulaire. Puis, l'anémie normochrome normocytaire, quand elle est régénérative, c'est l'insuffisance rénale, carence combinée en fer et en vitamine B12. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que la carence en fer vous donne une microcytose. La carence en B12 en photo donne une macrocytose. Quand vous avez une association des deux, vous allez avoir une anémie normochrome normocytaire. Donc, quand elle est régénérative, évoquez à ces carences mixtes, d'accord? Et quand elle est, sinon, quand vous éliminez cela, c'est l'exploration médulaire.
Et bien sûr, l'insuffisance rénale, ça c'est facile. Pensez à faire votre créatinine. Et puis très rapidement, l'hémolyse. Je vous rappelle les signes biologiques de l'hémolyse que vous connaissez, mais déjà cliniquement, quand vous avez un ictère avec une pâleur, très rapidement, vous évoquez le diagnostic. Et puis, je réinsiste, excusez-moi, ça c'est mon côté interniste, mais le côté interniste, c'est de la médecine générale. Et en fin de compte, vous êtes les premiers à voir les patients. Et si vous n'évoquez pas ces diagnostics, des patients qui meurent malheureusement. Et donc, les anémies hémolytiques auto-immunes, ce n'est pas la transfusion. Pourquoi? C'est des malades qui font brutalement, qui vont faire chuter leur hémoglobine. Et là, le traitement, c'est des corticoïdes. Et les schizocytes, c'est le tableau de microangiopathie thrombotique. Donc, le reste, c'est des choses que vous connaissez. N'oubliez pas de bonnes pratiques cliniques, de voir l'ordonnance de nos patients, voir est-ce qu'ils ne sont pas sous anticoagulants, les accidents sous anticoagulants, même si on essaie de vous vendre que les AOD font moins d'hémorragie que les AVK, mais ils font également beaucoup d'accidents. Donc, voilà, vérifiez que votre patient n'est pas sous AOD ou sous antivitamine K. Alors, premier cas clinique, donc vous voyez, Madame la Présidente, donc je respecte le temps, il me reste combien? 10 minutes, c'est ça? Donc voilà, 3 cas cliniques rapidement, donc on peut mettre des centaines de cas cliniques, mais j'en ai choisi 3. 3 peut-être juste pour vous sensibiliser quant à des choses sur la base clinique, comment on peut évoquer des diagnostics. C'est une jeune femme, c'est des cas cliniques vécus, une jeune femme de 23 ans qui vient me voir pour des douleurs osseuses. Elle a un épisode d'ictère dans l'enfance, voilà l'intérêt de l'interrogatoire, pas de cas similaire dans la famille. Elle a des douleurs osseuses diffuses, insomniantes, invalidantes, rebelles au paracétamol. Voilà, elle a très mal malgré les traitements. Elle a des polyarthralgies, elle a des lombalgies. Et puis elle a une fièvre non chiffrée avec une asthénie. L'examen, je trouve 39,5. Elle est pâle. Il n'y a pas d'ictère chez cette patiente. Arthrite des deux chevilles, douleur à la pression des os longs et des apophyses épineuses. L'examen, je trouve une splénomégalie à 15 cm. L'examen cardiovasculaire me permet d'éliminer une endocardite infectieuse, du moins pas de souffle. Elle a une fréquence respiratoire qui est augmentée. Les aires ganglionnaires sont normaux, donc j'élimine assez rapidement une hémopathie. L'examen clinique est normal. Donc, en gros, je suis devant une jeune patiente de 23 ans, pas d'antécédents, avec un ictère dans l'enfance, admise pour des douleurs osseuses, polyarthralgie, et chez qui l'examen montre une splénomégalie, une arthrite des deux chevilles. Bilan, VS à 110, CRP à 36. Pourquoi j'ai couplé la VS? Parce que j'ai couplé avec la CRP, parce que la VS accélérée, peut-être faussement accélérée par une hypergamma-globulinémie, d'accord? Et donc là, je sais qu'avec une CRP augmentée, c'est un résistant inflammatoire, corrélé avec un fibrinogène à 6,4, j'ai une hypergamma polyclonale. La NFS, anémie 6,6 g, normochrome normocytaire. Donc, ce que je vous ai dit, dans une anémie normochrome normocytaire, 2 choses. Première chose, voit mes réticulocytes. Mes réticulocytes sont à 230 000, donc c'est une anémie régénérative. Je fais mon frottis, c'est le bon usage clinique. Je vois des globules rouges. Attendez, je vais le voir tout à l'heure. Je vois des globules rouges. Ça passe? Vous l'avez vu? Voilà. Donc, vous regardez ces globules rouges, comment ils sont. C'est des globules rouges comment? En fossiles. Très bien. Mon bilan d'hémolyse, aptoglobine effondrée, LDH augmenté, bilirubine non conjuguée augmentée, il n'y a pas de cholestase, radiothorax normal, écho normal, ETTE, TO pour éliminer l'endocardite normale, je fais un scan thoraco-abdominopelvien, elle a de nombreux infarctus spléniques et je fais électrophorèse de l'hémoglobine, c'est une drépanocytose avec des crises vaso-occlusives. Voilà, en fin de compte, c'est ce que je dis toujours et je vais le répéter, excusez-moi, mais je vais le dire en arabe, الواحد متي يتلف sur ce dire. Voilà, tout simplement. Donc, dans l'anémie, c'est très simple. Quand on a un gros tableau qui est très compliqué, je reviens à mes 3 hypothèses dont je vous ai parlé tout à l'heure. Anémie, VGM, CCMH. VGM, CCMH bas, hypochrome, microcytose, ferritine, et je raisonne. Normochrome, normocytaire, réticulocyte, élevé, hémolyse ou régénération. Elle est basse, je fais ma moelle. Anémie macrocytaire, également réticulocyte élevé, régénération, hémolyse, hémorragie, A régénérative, B12, folate, 6 sont normaux, je fais ma moelle. Voilà, c'est ça, je suis dans l'ordre en anémie. C'est très simple. Quand j'ai un tableau très compliqué, je reviens au début. Et voilà, c'est ce qu'on a fait ensemble. Volontairement, je vous ai mis un tableau compliqué qui peut nous donner le tournis. On peut penser à tout, mais en raisonnant de manière didactique, on pose très rapidement le diagnostic. Deuxième cas clinique, monsieur Abdullah, 80 ans, cardiopathie hypertensive. Depuis 10 jours, dyspnée au moindre effort avec 2 chutes en 3 jours. L'examen, tension normale, tension NFS, donc hémoglobine à 10,5. Ce que je veux passer comme message, on ne voit pas la créatinine.
Chez le sujet âgé, toujours clearance de la créatinine. 24, ça peut me paraître normal, mais quand je vois la clearance, il a une insuffisance rénale extrêmement importante. Ça, c'est un des messages importants également que j'ai envie de passer aujourd'hui. Et puis donc, ce monsieur, on aurait pu très rapidement dire que ce patient a une insuffisance rénale. Quand je dose ma ferritine, elle est à 8 nanogrammes, elle est basse. Ma fibroscopie montre une gastrite. Donc, est-ce que je rattache rapidement ma carence martiale à la gastrite? Ça peut être intéressant à faire. Attention, sujet âgé, il faut toujours avoir peur de la néoplasie, 80 ans. Donc, un train peut en cacher un autre. Je fais systématiquement ma colo ici pour éliminer une néoplasie. Ce que je trouve, ce n'est pas une néoplasie, mais une angiodysplasie. Pour les néoplasies, les marqueurs tumoraux n'ont pas un intérêt de diagnostic positif, ils n'ont un intérêt que de suivi. Vous pouvez avoir de véritables néoplasies avec une ACE et un CA19-9 strictement normal. Troisième et dernier cas clinique, Madame la Présidente, donc les 2 dernières minutes que vous, si vous le permettez. Mademoiselle Zekia, 22 ans, pas d'antécédents. Depuis 8 jours, grosse asthénie, ne peut sortir chez elle. Elle a une notion de dysarthrie transitoire. Donc l'erreur que l'on fait dans le contexte marocain, quand une jeune de 22 ans a une anémie, on pense très rapidement à la carence martiale, elle a une paire de cheveux, on lui dit tout de suite prenez votre fer. Et ici, si vous ne posez pas le diagnostic, c'est une jeune, regardez, elle a une petite dysarthrie. Ça, c'est une question d'interrogatoire. Et n'est-ce pas, mes internes sont là pour en témoigner. On l'a vu ensemble pas plus tard qu'il y a 2 jours. Hier, en consultation, elle vient de Tanger. Donc, vous devinez de qui je parle. Donc, hémoglobine à 6,2, plaquette à 32 000. Donc, bicytopénie ici. Et qu'est-ce que je dis devant toute anomalie d'hémogramme? Qu'est-ce que je fais? Frottis sanguin. Les réticulocytes ici sont à 230 000 devant une anémie normochrome normocytaire. Quand je fais mes frottis, je vois des schizocytes. Regardez ces globules rouges fragmentés qui sont à 11%. Cette dame a une microangiopathie thrombotique. On a fait la dame stress qui était bas. Cette dame devant moi en consultation m'a fait l'anémie, l'insuffisance rénale. Pendant qu'elle me parlait des troubles neurologiques, elle a convulsé devant moi. On l'a hospitalisée. Elle traînait depuis une semaine à Tanger. On l'a hospitalisée. On a débuté des échanges plasmatiques. On l'a mis sous rituximab. Et cette dame a été sauvée. C'est une dame qui serait morte dans les 2 jours parce qu'on n'aurait pas posé le diagnostic de microangiopathie thrombotique. Voilà l'intérêt. Voilà pourquoi le frottis et voilà pourquoi le Coombs direct sont des tests obligatoires qui ne coûtent 0 dirham et qui, en fin de compte, permettent très rapidement de redresser les urgences. Donc cette jeune dame, voilà ce qu'on a fait. Donc, anti-CD20, bon, ça c'est plutôt de spécialité. Conclusion, situation fréquente dominée par la carence en fer au Maroc. Nécessité, j'espère que je vous ai convaincu aujourd'hui, de l'importance d'une démarche diagnostique méthodique et rigoureuse, avec des constantes corpusculaires très simples qui me permettent très rapidement de savoir où est-ce que je suis. Et puis, un message important, jamais de transfusion et jamais de traitement empirique sans savoir où est-ce qu'on va. Je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Hermouche. Vous nous apportez toujours du nouveau. Merci beaucoup. Je voudrais poser un cas que j'ai eu au cabinet. S'il vous plaît, j'ai eu une patiente qui est asthénique, à qui j'ai demandé une NFS d'emblée et de la ferritine. Elle revient avec un taux d'hémoglobine normal, une CCMH légèrement diminuée et un taux de ferritine à 9. Est-ce que c'est l'indication d'un traitement martial, bien sûr, et quelle est la durée de traitement, s'il vous plaît? C'est une très bonne question et je vous remercie de me l'avoir posée. Si vous voulez, vous êtes en train de me parler d'une jeune dame qui a des signes cliniques de carence en fer sans avoir une anémie. Et ça, c'est une situation fréquente également au Maroc. L'exemple type, c'est les ongles striés, c'est les cheveux, la perte de cheveux. C'est ce signe pathognomonique de la carence en fer qu'on appelle la poikilonichie. Vous savez, c'est ces ongles qui font comme ça. Donc, amusez-vous à regarder les ongles de vos patientes avec des ongles striés, cassants, etc. C'est une indication au traitement.
en effet, peut-être que la durée du traitement est complètement différente de l'anémie par carence en fer. L'anémie par carence en fer, c'est 6 mois au moins de traitement, quand je le traite oralement, et jusqu'à, qu'il faut ajouter, normalisation de la ferritine avec élimination et traitement étiologique. Pour la carence en fer isolée sans anémie, c'est le même traitement, mais c'est 3 mois de traitement. Voilà, c'est ce qu'on fait en général jusqu'à normalisation. Et je vous remercie de m'avoir posé cette question. Bien sûr, cela justifie la même enquête étiologique que l'anémie, donc que l'anémie par carence en fer. Alors, hémoglobine basse, ferritine normale. Donc ça, c'est également une très bonne question. Donc en gros, si l'hémoglobine est basse, si vous avez une anémie, avec une ferritine normale, il y a deux situations. Soit votre CCMH et VGM est bas, donc vous êtes dans une situation d'anémie hypochrome microcytaire. Donc dans ce cas-là, c'est sûr que ce n'est pas une carence en fer. Je me retrouve dans la dernière hypothèse, l'hypothèse de est-ce que ce n'est pas une anémie inflammatoire, d'accord, ou alors est-ce que ce n'est pas une thalassémie. Après, si vous allez éliminer cela, il y a les autres étiologies, ce qu'on appelle les anémies sidéroblastiques, mais ça, c'est l'affaire plutôt du spécialiste. C'est des entités assez rares. Voilà, c'est le raisonnement qu'il faut avoir. Alors, si l'hémoglobine est basse, ferritine normale, mais c'est VGM, CCMH normaux, il ne fallait pas faire la ferritine. Voilà, il ne fallait pas doser la ferritine. Voilà. C'est ça, pour le bilan inflammatoire, donc VS et RP. Voilà, c'est ce que je demande en général. En sachant que la VS peut être faussement élevée. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas beaucoup la VS. C'est un très bon bilan d'orientation, mais il y a beaucoup de fausses positivités des VS. Sujet âgé, VS, faites très attention. Pendant très longtemps, on dit que sujet âgé, VS céphalée, VS accéléré égale maladie Horton jusqu'à preuve du contraire. On est d'accord si vous avez une artère indurée, etc. Mais attention, ça peut être une gammapathie monoclonale avec un myélome multiple qui peut donner le même tableau clinique. Et les douleurs que vous avez, c'est les douleurs osseuses du myélome multiple. Voilà, donc quand vous avez une VS accélérée, prenez le bon sens clinique, c'est de le coupler avec une électrophorèse des protéines. Ça va être l'exposé, je pense, de tout à l'heure. Je ne vais pas empiéter sur l'exposé de tout à l'heure. Bonsoir, monsieur. Oui. Salam alaikum. Salam. Merci beaucoup pour ce sujet très important et fréquent dans la pratique quotidienne, surtout chez les médecins généralistes qui est confronté à plusieurs contraintes. Je voudrais poser une question. Une femme, une anémie récidivante chez une femme avec une ferritinémie basse. Oui. Presque ça ne normalise pas. Et chaque fois, la ferritine augmente à 20, puis elle descend. Très bien. À part la maladie cœliaque, à part les hémorragies, il n'y a pas. À part l'HP, qu'est-ce qu'on peut évoquer le plus fréquent? C'est une très bonne question puisque c'est le pain quotidien en fin de compte. C'est les gens qui font la consultation, c'est des choses auxquelles ils sont confrontés en permanence. Première chose, c'est que je fais un bon examen gynéco. La deuxième chose, je ferai fibro-colo. D'accord. La dernière chose, si tout est normal, ben, je vais penser, premièrement, je vais voir est-ce qu'il n'y a pas des médicaments qui m'empêchent de faire quoi que ce soit. Et puis, je vais faire ma vidéocapsule. Si tout est négatif, ben, c'est peut-être une indication au fer injectable. C'est une très bonne indication au fer injectable. Et vous allez voir, très rapidement, vos patients vont aller très bien. Voilà, c'est qu'il faut savoir répéter. Pardon ? Je suis désolé, le fer injectable est une indication du médecin généraliste. Alors, ça dépend ce que vous mettez. Moi, je ne fais pas de pub ici, mais il y a des formules. Donc, je vais vous laisser ma présentation. Si vous voulez, dans ma présentation, j'ai mis les deux qui existent sur le marché marocain et j'ai mis la formule que l'on fait pour savoir quelle est la dose que vous devez utiliser. Et pour chacune, il y a une dose maximale que vous pouvez donner par cure. Et là aussi, je rends hommage à mes 3 brillantes internes que j'ai. Et voilà, elles ont l'habitude de passer du fer injectable. Elles ne sont même pas docteurs. Elles vont être docteurs dans 1 an, donc elles sont internes, et elles ont passé des dizaines de fers injectables. Donc si elles le font, à plus forte raison, si on est docteur, on pourra le faire de façon très simple. Donc voilà, c'est juste la première injection qui fait peur. Mais après, une fois qu'on respecte les normes, moi je le fais en hospitalier, c'est une surveillance, je le passe en 2 heures par exemple, je surveille mon patient, et jusqu'à présent, je croise mes doigts, je n'ai jamais eu d'effet secondaire. N'est-ce pas, Nargis et Eya et Valentine. Hicham, merci de ton exposé.
Je voulais soulever avec toi le problème de la vitamine B12. Au Maroc, on n'a plus la vitamine, l'hydroxycobalamine injectable, on n'a que de l'hydroxo 5000. Et pour le plan efficacité, ça pose problème, hein. Et depuis assez longtemps qu'on bataille, qu'on tape sur la porte pour avoir de la vitamine B12 réelle injectable. Ouais. Alors, c'est vrai que je vous ai mis, il y a une discordance entre ce que je vous ai mis ici. Merci beaucoup, Fatem Zahra, pour ta question. Si vous voyez, en fin de compte, la thérapeutique que je vous ai mise pour les carences en B12, je vous ai mis 1000 gamma. Mais 1000 gamma de la molécule dont vient de parler Madame Alaoui. Vous savez qu'au Maroc, on n'a que l'hydroxo 5000. Donc, mais bon, l'excès de vitamine B12 n'est pas toxique. C'est ça ce qui est, heureusement d'ailleurs. Donc, la posologie varie quand vous avez une atteinte neurologique. Quand vous avez une atteinte neurologique, c'est les 5000 qu'il faut donner. Quand vous avez juste une carence B12 sans atteinte neurologique, c'est les 1000 gamma que l'on donne. Mais l'excès, en fin de compte, ce qu'on fait, et tu le fais, c'est qu'on espace en fin de compte les injections. On fait chaque jour jusqu'à la crise réticulocytaire, et après, il y a des patients à qui on donne une injection tous les 3 mois, tous les 6 mois, et on les surveille comme ça. Voilà, c'est... Alors, pour les carences en B12 sans birmer, c'est vraiment un message que j'ai envie de passer. Faites attention à la non-dissociation. Posez surtout les IPP, les patients qui sont sous IPP au long cours. Donc voilà, ça peut interférer. Et voilà, avant de... des fois, c'est des choses... Alors, l'autre message également, puisque je te remercie d'avoir posé cette question. La vitamine B12 injectable que l'on a au Maroc, c'est écrit IV, etc. Des fois, il y a des pharmaciens qui m'appellent. Une fois, on m'a engueulé, on me dit, vous êtes fou, vous donnez des médicaments oraux. Vous pouvez le donner par voie orale. Donc, pour les syndromes de non-dissociation, ça marche très bien. Voilà. Donc, n'ayez pas peur d'être traités comme des fous. Si un jour vous m'invitez, je pourrais, parce que le syndrome de non-dissociation, c'est une entité particulière, et surtout en gériatrie, et il y a beaucoup de choses à dire. Et mon collègue qui fait beaucoup de gériatrie, le professeur Mahammar, connaît très bien ce sujet, donc on pourrait l'inviter également ensemble. Et c'est vraiment une entité particulière où vous pouvez donner ce médicament par voie orale et ça marche aussi bien que le traitement injectable. Comment? Ça marche bien aussi, parce que la B12, vous savez, la B12 ne donne pas uniquement les macrocytaires, ça peut donner des pancytopénies, d'accord? Et avec tous les... on me dit que je dois m'arrêter. Voilà, c'est ce que... Voilà.